Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 juin 2026 et notre cher ami, le lieutenant-colonel Anthony Aguilar, est avec nous. Ravi de te revoir, Tony. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être ici. Et vous savez, on a l'impression que ces derniers jours, beaucoup de choses ont changé, et beaucoup d'autres non. Mais certaines, importantes, oui. Et ça pourrait tout changer. Oui, exactement. Et ce qui se passait juste quelques heures avant, c'est qu'on avait, vous savez, deux camps qui s'affrontaient au Liban, dans le sud du pays, les forces israéliennes, les FDI et le Hezbollah. Les combats étaient vraiment intenses. En regardant les images et les vidéos venues du sud du Liban, on voyait clairement que ce qu'Israël essayait de faire, c'était d'avancer dans la zone proche de la colline d'Al-Tahrir. Cette colline est extrêmement stratégique. C'est une sorte de forteresse, si je ne me trompe pas. Et l'importance de cet endroit, c'est que, ils ont déjà essayé 5 fois auparavant. Et la nuit dernière, c'était la 6e. Les Israéliens n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. L'importance de la colline Al-Tahrir, c'est que c'est une grande forteresse du Hezbollah, avec des dizaines de tunnels souterrains et des positions de tir en hauteur. Elle domine toute la région. Quand on y monte, on voit absolument tout autour. D'après certains rapports, ils auraient même une forme d'influence jusqu'à la partie nord d'Israël. On peut voir le nord d'Israël depuis là-haut. C'est ça, l'importance stratégique de la colline Al-Tahrir. Et il y a tout juste quelques instants, l'Iran était en communication avec les États-Unis. Ils se parlaient, et la tension est montée. Il y a environ 2 heures, on a appris qu'ils avaient de nouveau fermé le détroit d'Ormuz pour faire pression sur les États-Unis. Et les forces de défense israéliennes, après avoir subi beaucoup de pression de la part des États-Unis, pression elle-même liée à celle exercée par l'Iran depuis le détroit d'Ormuz, ont annoncé que le cessez-le-feu revenait en vigueur. Au cours des dernières 24 heures, je dirais qu'ils l'ont annoncé plus de 10 fois. Un coup, ils disent qu'il y a un cessez-le-feu, puis qu'il n'y en a plus, puis qu'ils se battent à nouveau. Et Israël, d'ailleurs, a déclaré il y a environ 20 minutes qu'ils envisageaient bien le cessez-le-feu, mais que le problème, c'est qu'ils resteront sur place si le Hezbollah les attaque et qu'ils riposteront. Voilà le genre de situation à laquelle les deux camps sont confrontés, là-bas, au Liban. On peut dire, vous savez, tant que les forces israéliennes sont dans le sud du Liban et que ce genre d'affrontement continue, c'est parce qu'Israël est là pour atteindre un objectif. Lequel? Détruire les positions du Hezbollah, détruire, vous voyez, le sud du Liban, les maisons, tout, les habitations, les villages, les villes. C'est ça l'agenda du côté israélien. Mais quand on regarde la situation et la manière dont les États-Unis essayent de communiquer avec les Israéliens, je sais que vous êtes au courant de ce qui se passe entre l'administration Trump et les responsables israéliens. Quelle est votre compréhension de tout ça? Eh bien, on dirait que toute communication ou tout dialogue efficace entre l'administration israélienne et l'administration américaine est complètement bloqué en ce moment. Je dirais que c'est le mot juste, bloqué par les égos, par les revendications de souveraineté, par les désaccords autour du mémorandum d'entente sur l'accord que les États-Unis voudraient conclure avec l'Iran. Donc, à mon avis, les canaux de communication et les relations diplomatiques sont très tendus. Parce qu'en réalité, du point de vue américain, nous n'avons pas d'ambassadeur en Israël prêt à dialoguer avec le gouvernement israélien au nom des intérêts des États-Unis. Nous avons un ambassadeur en Israël qui prend parti pour Israël plutôt que pour les États-Unis. Du coup, il n'y a plus vraiment cet équilibre diplomatique qui consiste à représenter les intérêts américains.
Et pour dire la vérité, cet accord, ce protocole d'entente avec Israël, trace la voie vers un accord à terme, un véritable traité, un armistice ou une fin officielle de la guerre. Et ces conditions vont dans l'intérêt des États-Unis. Quand la plupart des Américains le regardent, ils se disent « Eh bien, c'est une reddition, c'est une défaite. » Et c'est vrai, ça l'est. Mais à ce stade, compte tenu de ce que les États-Unis pouvaient encore espérer obtenir, il est dans leur intérêt de mettre fin à cette guerre selon les conditions actuellement sur la table. Parce que plus le conflit dure, plus ces conditions vont se dégrader. Israël, lui, a tout intérêt à prolonger ce conflit, à maintenir les États-Unis et l'Iran dans une confrontation militaire. Ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël que les États-Unis et l'Iran soient dans un cessez-le-feu ou dans une impasse. Regardez la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ces deux pays sont en armistice, en cessez-le-feu depuis plus de 70 ans. Techniquement, ils sont toujours en guerre. Alors quand on regarde ça, est-ce qu'un cessez-le-feu peut exister alors que la guerre n'est pas terminée? Bien sûr que oui. Mais ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël. Les intérêts d'Israël, qu'ils soient politiques, géopolitiques ou sionistes, reposent sur la poursuite directe, sur le plan militaire, du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et d'une certaine manière, cela permet à Israël de continuer ses opérations militaires dans le sud du Liban, sans trop attirer l'attention ni subir de détournement de regard. Donc, les États-Unis n'ont pas vraiment de médiateur honnête, ni de représentant diplomatique en Israël pour défendre leurs intérêts. Dans ces négociations, ou dans la préparation sur 60 jours de ce que sera l'accord, on a Jared Kushner et Steve Witkoff, qui sont très peu préparés et manquent clairement de compétences pour mener des négociations diplomatiques avec l'Iran. Et puis en ce qui concerne le diplomate que nous avons en Israël, il ne représente pas du tout les intérêts américains. Donc les États-Unis se retrouvent un peu dans la même situation qu'il y a quelques jours, quand j'ai dit que le pays en est arrivé à un moment où il doit faire un choix. Israël d'abord ou l'Amérique d'abord? Faut-il respecter cet accord que les États-Unis ont conclu avec l'Iran, aux yeux du monde entier, ou le violer, ne pas le suivre, et continuer dans un état de conflit, qu'il soit militaire ou froid, avec l'Iran? Avec le détroit d'Ormuz toujours en question, avec les sanctions, la libération des avoirs, et toutes ces discussions qui vont et viennent, tout cela pourrait devenir un conflit froid ou un conflit chaud, selon le camp que l'on choisit, notamment celui d'Israël. Donc les États-Unis doivent faire un choix. Je pense qu'on le voit maintenant très clairement. Je l'ai dit il y a quelques jours et je l'ai répété hier soir sur un autre plateau, dans une autre interview. L'Iran n'a pas besoin de répondre avec des missiles ou des bombes. Ils ont quelque chose de bien plus puissant et de bien plus efficace qu'un missile hypersonique, un missile balistique ou même, franchement, qu'une arme nucléaire. C'est le levier qu'ils ont sur le canal de Suez ou le détroit d'Ormuz qui peuvent bloquer quand ils le veulent. Et la marine américaine ne peut rien y faire sans déclencher un conflit de haute intensité, ce qui n'est pas non plus dans l'intérêt des États-Unis. Donc, ce qu'on voit en ce moment, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Iran qui utilise ce levier. Très bien. Israël, de son côté, continue de se battre au Liban. Nous, on ne va pas vous retrouver en Suisse. On n'enverra pas notre équipe pour discuter de cet accord, alors que vous ne respectez même pas les premières étapes de cet accord ou de ce cadre. Continuez et il y aura d'autres conséquences. Très bien, continuez. À ce moment-là, quelles étaient les options de l'Iran? Mener des frappes dans le nord d'Israël? Frapper les quartiers généraux ou les bâtiments du gouvernement central à Tel Aviv pour envoyer un message? Bien sûr, toutes ces options étaient sur la table.
Mais qu'est-ce qui pourrait vraiment pousser les États-Unis à forcer Israël à s'arrêter? Le détroit d'Ormuz. L'Iran a clairement compris la situation et il a tiré les leçons de ces 108 jours de conflit armé pour identifier le facteur critique, le levier, et il l'a trouvé. Et si les États-Unis ne prennent pas une décision claire rapidement, il y a plusieurs leviers que l'Iran peut actionner ici. Il y a le détroit d'Ormuz. Il y a les frappes cinétiques. Peut-être pas contre les pays du Golfe, parce que franchement, la plupart d'entre eux, à ce stade, en ont assez de la guerre. Ils veulent trouver un moyen de coexister et de normaliser les relations. Donc concrètement, Israël va se retrouver isolé, directement visé. Mais il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb, où Ansar Allah dispose d'un vrai levier. Ce sont des points où la douleur réelle que les États-Unis peuvent subir ne vient pas forcément des bombes ou des missiles, mais de l'économie, du pouvoir économique. Cette douleur-là, elle n'a même pas encore été ressentie. Et l'Iran, lui, a toujours la possibilité de tourner le bouton. Ce qu'on voit en ce moment, c'est la réponse de l'Iran à l'incursion militaire continue et aux opérations militaires dans le sud du Liban qui, à mes yeux, semblent s'intensifier. Depuis cet accord, ou plutôt cette signature numérique la semaine dernière et cette signature cérémonielle à Versailles en fin de semaine, on n'a pas vraiment l'impression que les combats au Liban se calment. Pour moi, ça ne ressemble pas à un retrait. Au contraire, ça semble s'être intensifié. Et c'est quelque chose que j'avais déjà souligné. Le fait de voir des forces tactiques se déplacer sur le terrain dans des positions qui peuvent donner l'impression d'un repli géographique ne veut pas forcément dire qu'il y a une intention de se retirer. Ça peut aussi être une consolidation des forces pour poursuivre des opérations offensives. C'est comme ça que fonctionne la manœuvre interarmes et la sécurité sur une large zone, la manœuvre. Donc je pense qu'on va voir une escalade continue dans le sud, ce qui naturellement, quand il s'agit d'Israël, entraîne une nouvelle escalade dans la région. Ça pourrait aller jusqu'à des frappes dans le sud de Beyrouth, ce qui encore une fois serait une autre ligne rouge. Alors, je pense que la façon dont l'Iran aborde tout ça, et c'est la même que j'adopterais si j'étais l'Iran, si j'étais un planificateur stratégique et que je leur donnais des conseils militaires, je dirais au sud du fleuve Litani, là où le Hezbollah se bat, les leviers qu'on utilisera pour provoquer une réaction des États-Unis, pour faire pression sur Washington en réponse à ce qu'Israël fait, ce seront le détroit d'Ormuz ou d'autres leviers économiques. Si Israël commence à frapper au nord, ou qu'on voit des opérations militaires au nord du Litani, ou encore vers Beyrouth, ce qui naturellement semble être la direction que ça prend s'il continue à viser spécifiquement la direction du Hezbollah, alors l'Iran peut toujours passer à un niveau supérieur. Ça pourrait aller jusqu'à des frappes directes contre des unités militaires dans le nord d'Israël, voire à Tel Aviv, tout en accentuant la pression économique sur les États-Unis. C'est comme ça que je vois les choses évoluer. Et pour l'instant, les États-Unis ne montrent toujours aucun signe de vouloir empêcher Israël de faire ce qu'il fait. Mais est-ce que les États-Unis peuvent vraiment les arrêter? Oui, Tony, quand tu parles de l'Iran qui met la pression sur les États-Unis en utilisant le détroit d'Ormuz, tu penses que ça a un effet sur l'administration Trump. C'est pour ça, selon toi, qu'on voit J.D. Vance et Donald Trump s'en prendre, d'une certaine manière, à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement. On a vu des attaques israéliennes contre l'administration Trump, et ça, parce qu'ils considèrent que tout ce qui ressort du protocole d'accord est une défaite totale pour Israël, je dirais. Et ça, du moins aux yeux des Israéliens, enfin c'est mon opinion, c'est ce qu'ils expriment. Pour eux, c'est une défaite complète. Aucun de leurs objectifs n'a été pris en compte dans ce protocole d'accord.
Il voulait que le programme nucléaire iranien soit démantelé. Il voulait aussi imposer des restrictions sur les missiles balistiques iraniens. Il voulait que l'Iran cesse de soutenir ce qu'ils appellent les proxys iraniens, en fait, les actes de résistance. Et il voulait affaiblir l'Iran sur le plan géopolitique et militaire dans la région pour qu'il soit davantage sous la domination d'Israël. Donc aucun de ces objectifs, vous savez, n'a vraiment été atteint du point de vue israélien. Alors quand ils s'en prennent aux États-Unis, et qu'on parle des États-Unis, l'Iran peut utiliser Israël avant tout pour faire pression sur Washington, surtout vu ce qui se passe entre les deux gouvernements. Pensez-vous qu'il soit possible pour l'Iran d'utiliser le détroit d'Ormuz comme moyen de pression sur Israël? Et quelles seraient les conséquences pour l'administration Trump si elle suivait l'agenda israélien ou celui de Netanyahou? Eh bien, vous savez, ni Netanyahou, ni la direction iranienne, ni la direction américaine, ni même les dirigeants des États-Unis n'ont de boule de cristal pour dire « voilà exactement ce qui va se passer ». Donc tout ça reste du domaine de la spéculation, des hypothèses, des tentatives, des rapports de force. Quand je regarde la situation, je pense que l'administration de Donald Trump, l'administration américaine, est très préoccupée par les conséquences possibles pour l'économie des États-Unis à cause des jours précédents où le détroit d'Ormuz a été bloqué. Ce contre-coup, si on peut dire, c'est un peu comme un coup de fouet. Le claquement ne se produit pas au moment où le poignet bouge. Le claquement, à l'extrémité de cette longue chaîne économique, n'a pas encore atteint les États-Unis. Et quand ça arrivera, si le détroit d'Ormuz reste sous le contrôle de l'Iran, au moins d'un point de vue militaire, ce qu'on voit aujourd'hui, avec une sorte de blocus, ou en tout cas une restriction sur qui peut l'utiliser, les Américains vont percevoir ça comme une défaite ou une perte face à l'Iran. Alors, il faut conclure un accord, rouvrir le détroit d'Ormuz, surtout quand la hausse des coûts commencera à frapper les États-Unis. Et pour l'instant, je pense que la plupart des Américains se disent « le prix du pétrole a baissé, l'essence est un peu moins chère à la pompe. Moi-même, j'ai fait le plein en rentrant de l'aéroport, c'était un peu moins cher. Bon, Donald Trump a mis fin à la guerre, les prix baissent à la pompe. Mais ça, c'est temporaire et c'est artificiel. C'est fabriqué. Les vraies conséquences économiques liées au détroit d'Ormuz, sur l'agriculture, le raffinage, le carburant et tout le reste, on ne les a pas encore ressenties. Mais on va les sentir. L'Iran le sait, Donald Trump le sait, Israël le sait aussi. Mais Israël ne se soucie pas de l'Amérique. Israël ne se soucie pas des Américains chez eux, ni de l'Américain moyen, ni même du pays en lui-même. Donc pour Israël, ça n'a pas d'importance. Pour les États-Unis, évidemment, ça en a. Et pour l'Iran, c'est un levier très clair. Est-ce que c'est le seul? Si l'Iran regarde la situation et se dit « Ah, le détroit d'Ormuz, on l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre, on le ferme. On veut que l'Amérique fasse quelque chose, on l'ouvre. On veut qu'elle fasse autre chose, on le ferme. » Non, mais c'est un levier dans le choix des options, dans toute la gamme d'options stratégiques dont l'Iran dispose pour répondre ou poursuivre ces négociations. Et comme je l'ai toujours pensé, en regardant les 14 points du protocole d'accord, du point 2 au point 14, ces 13-là, tout ça, c'est négociable. Il y a de la marge, il y a de l'espace de négociation sur la table. On peut dire telle partie est levée, telle sanction à tel moment. Quel sera l'impact sur le détroit d'Ormuz? Comment on construit ce récit pour que ça donne pas l'impression qu'on a simplement cédé, mais plutôt que c'est une décision administrative? Tout ça, il y a de la place pour négocier. Mais le point numéro 1, là, il n'y a pas de zone grise. Pas de marge de manœuvre. Pas de peut-être un peu de ceci ou un peu de cela. C'est très clair. Il faut arrêter ça
avant que ça ne devienne une réalité. Et si vous ne l'arrêtez pas, alors on ne va pas aller plus loin avec ces projets. L'Iran l'a bien montré. On ne sort pas les gros moyens tout de suite, pas dès le premier pas. Donc l'Iran regarde la situation et dit d'accord, on ne va pas en Suisse, on se retire. Maintenant, le détroit d'Ormuz, on va le reprendre en main, on va le contrôler à nouveau. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils contrôlent? Les États-Unis peuvent répondre en disant « on ne lèvera pas les sanctions et vous ne récupérerez pas vos avoirs gelés ». Et si vous êtes l'Iran, vous regardez ça et vous vous dites « on a vécu sans ça pendant des décennies, donc ça ne nous affecte pas vraiment tout de suite. Les paiements arriveront bien un jour, très bien. Mais le détroit d'Ormuz, lui, c'est concret et c'est maintenant. » Strait of Hormuz is real and current. So the US isn't really dealing with any leverage. Donc, les États-Unis n'ont en réalité aucun levier qui puisse influencer la situation immédiate. L'Iran, lui, en a un. Revenons à la question d'Israël et de tout ça. La vraie question, c'est peut-être, est-ce que les États-Unis peuvent empêcher Israël d'agir? Eh bien, Israël est un pays souverain. Israël n'a pas à écouter les États-Unis. Et je pense que c'est assez clair qu'il ne se comporte pas comme un bon allié. Mais maintenant, les États-Unis vont devoir décider comment faire passer ce message à l'Iran. En gros, Iran, ici les États-Unis, désolé pour notre allié imbuvable. On coupe les ponts. On ne veut plus être associé à eux dans cet accord. Et donc, tout ce que vous voudrez faire, Iran, pour répondre à ce qu'ils font, allez-y. Allez-y. Nous ne va pas répondre. On ne va pas leur fournir les moyens. On ne va pas leur donner les défenses. Ils sont seuls. Négocions ça. Ensuite, il y a l'option où l'administration Trump peut se dire « on choisit notre ancien allié, on se range du côté d'Israël et on va les soutenir, quelle que soit la réaction de l'Iran, parce qu'il y aura d'autres réactions. » Ou alors les États-Unis peuvent dire « le problème c'est Israël. » Et dans ce cas, il faudra prendre une forme de mesure contre Israël pour les forcer à arrêter, si on veut un jour que ce mémorandum d'entente voie le jour et devienne quelque chose de concret. Alors, est-ce que ça veut dire envoyer la 82e division aéroportée dans le sud du Liban pour repousser les forces israéliennes? Non. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des sanctions? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres leviers? Parce qu'il y a beaucoup de choses que les États-Unis fournissent à Israël qui ne passent pas toujours par les canaux diplomatiques classiques. Est-ce qu'il y a des leviers? Oui, il y en a. Donc quand je regarde ça, je me demande, qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Qu'est-ce que l'Iran peut faire? Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? L'Iran ne peut pas forcer les États-Unis à lever les sanctions ou à débloquer des avoirs gelés. Mais l'Iran peut exercer une pression politique et économique avec le détroit d'Ormuz. Les États-Unis, eux, ne peuvent pas dicter directement à Israël ce qu'il doit faire en tant que nation souveraine. Mais les États-Unis peuvent clairement montrer leur soutien ou leur absence de soutien, ou encore le camp qu'ils choisissent, à travers des voix comme celle de J.D. Vance, du président lui-même, ou par des actions concrètes. À mon avis, ce serait un grand pas, un vrai pas en avant, pour montrer un peu de fermeté, un peu de courage en disant « Eh bien, tous ces ravitailleurs stratégiques, terminés, on s'en va, vous ne pouvez plus les utiliser. » Est-ce que ça va arrêter Israël net? Non. Mais ça enverrait un message fort. Donc pour l'instant, la façon dont je vois les choses, c'est que les États-Unis essayent encore de jouer la carte du « Hey, il y a toujours un cessez-le-feu, non? On continue de négocier. Ce ne sont que de petits accrocs. Ça finira par s'arranger. » Je pense que les États-Unis ne voient pas l'ensemble du problème et qu'ils ne se rendent pas compte que tout ça risque d'escalader jusqu'à un point où on pourrait se retrouver à nouveau dans un conflit à grande échelle, selon la manière dont les États-Unis décident de tenir leur position. Et se ranger du côté d'Israël, ce serait mettre l'Amérique en dernier.
Même si ça peut sembler contre-intuitif, cet accord, dans sa forme actuelle, est dans l'intérêt de l'Amérique. Il faut le conclure, le finaliser et avancer vers la normalisation des relations dans la région sans chercher à jouer les hégémons ni les puissances d'occupation militaire. Et si c'est Israël qui nous empêche d'y parvenir, alors il faut le dire clairement et agir en conséquence. Je ne pense pas que cette administration ait le courage de le faire, mais on verra bien. Tony, quand les Israéliens disent « Nous sommes une nation souveraine, un pays souverain », ce que J.D. Vance a dit montre en fait tout le contraire. Les 2/3 de ce qu'ils utilisent sur le plan militaire viennent des États-Unis. Je ne connais aucun autre pays aussi dépendant des États-Unis, même pas les Européens. C'est pour ça que, quand on dit « Vous nous avez donné toutes ces armes, ces missiles et tout le reste, mais vous ne décidez pas comment on peut les utiliser », eh bien, ça ne tient pas. C'est ça, le paradoxe entre Israël et les États-Unis. On dit « Nous sommes une nation souveraine ». Oui, mais vous ne seriez pas une nation souveraine si on ne vous donnait pas tout ce qu'il faut pour l'être. C'est un peu comme un enfant mineur qui vit encore chez ses parents et qui dit « Je suis indépendant ». Oui, bien sûr, mais tant que tu vis sous notre toit, tu dois suivre nos règles, parce que c'est nous qui payons le loyer, les factures, tout ça. Tu veux être indépendant et ne plus écouter ce qu'on te dit? Eh bien, la porte est là, non? Voilà. Oui, mais je ne peux pas trouver de travail. Je ne peux pas acheter ma propre nourriture. Je ne peux pas payer un loyer. Je n'ai pas de voiture. Eh bien, dans ce cas, il va falloir écouter ce qu'on te dit. Avec Israël, c'est un peu la même chose. Israël dit « Nous sommes notre propre nation, une nation souveraine ». Vous entendez Ben Gvir, et franchement Ben Gvir, c'est écœurant. J'espère que de plus en plus d'Américains ouvrent les yeux sur la réalité et voient cet homme qui, hier encore, devant la Knesset, a déclaré « Brûlez le Liban, rasez-le ». Il a dit la même chose à propos de Gaza. Et ensuite, il a ajouté « Nous n'écoutons pas Donald Trump ». Franchement, quelle audace! Un pays qui ne fait que prendre, encore et encore, et qui ensuite revient en disant « On n'a pas à vous écouter ». Si l'administration américaine avait un peu de courage, elle se lèverait et dirait « Très bien, pas de problème, vous n'avez pas à nous écouter ». Ces 3,9 milliards de dollars qu'on vous verse chaque année avec l'argent des contribuables, vous ne les aurez plus. Toutes ces bombes, ces munitions, ces armes, ces technologies, ces radars, ces F-35 qu'on vous fournit à un prix plus bas que pour n'importe qui d'autre et qu'on vous laisse même modifier, vous ne les aurez plus non plus. Et ce projet de loi de défense, celui que vous voulez utiliser pour stabiliser les relations futures entre les États-Unis et Israël, on ne le fera pas. Il y aura des conséquences. Les États-Unis ont énormément de leviers, énormément de moyens de pression. On a tout un panier de carottes et tout un tas de bâtons. On a des carottes et des bâtons à longueur de journée avec Israël et on choisit de ne pas s'en servir. Ce conflit et ce protocole d'accord vont forcer une décision, d'une manière ou d'une autre, parce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de continuer sur une voie qui les met en conflit avec l'Iran. Les États-Unis peuvent très bien survivre, politiquement, économiquement, diplomatiquement et militairement, sans Israël. En revanche, les États-Unis ne peuvent pas continuer sur une voie de confrontation avec l'Iran, où à tout moment, la situation pourrait s'envenimer et entraîner d'autres puissances comme la Chine ou la Russie. Est-ce que la Chine ou la Russie viendraient, vous savez, jouer les chevaliers blancs pour défendre Israël? Non. Mais si on continue comme ça, parce que c'est ça le problème avec le détroit d'Ormuz, je l'ai déjà dit, c'est un véritable boulet autour du cou de Donald Trump, parce que c'est un terrain stratégique. Géographiquement, c'est un point clé. Politiquement, c'est un centre de gravité. Économiquement,
C'est un facteur critique qui ne touche pas seulement les États-Unis ou l'Iran, mais bien d'autres encore. À mon sens, si vous êtes les États-Unis, vous êtes aujourd'hui face à des décisions très difficiles. C'est soit Israël, soit ça, la paix avec l'Iran qui avance. À mes yeux, aujourd'hui, je pense vraiment qu'on pourrait avoir les deux. Mais Israël ne le permet pas. Avec les actions d'Israël et la façon dont ses dirigeants s'expriment, il ne peut pas y avoir à la fois des relations avec Israël et un processus de paix vers une normalisation avec l'Iran. Les deux ne peuvent pas coexister, à moins qu'Israël ne change de comportement. Alors, les États-Unis vont devoir faire un choix. Et si les États-Unis ne prennent pas une décision claire, cette situation va continuer, et ce ne sera pas à leur avantage. Parce que si les Américains pensent qu'on a déjà ressenti les effets, qu'on a dépassé le pire de l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz pendant la période où c'est arrivé, eh bien non, on n'a encore rien ressenti. Cette vague d'impact n'a même pas encore atteint nos côtes. Et quand elle le fera, except sur. Tony, d'un point de vue militaire, quand on regarde l'occupation israélienne du sud du Liban, est-ce qu'il existe, politiquement, un moyen pour Israël de rester au Liban sans qu'il y ait un conflit ou une guerre? Non. Non. Est-ce que quelqu'un dit ça aux États-Unis, à Donald Trump et à J.D. Vance? Qu'il est impossible d'occuper un territoire tout en espérant une forme de compréhension mutuelle entre les deux camps pour faire marche arrière, parce que c'est un point essentiel. Ouais, moi je dirais hey, Donald Trump, et Pete Hegseth, et Trump. J.D. Vance, allez, faisons l'heure du compte avec Tony. Vous pouvez venir vous asseoir sur mes genoux et je vais vous lire une histoire. Elle s'appelle Irak, elle s'appelle Afghanistan, elle s'appelle les 50 dernières années d'occupation du Liban par Israël. Et voyons un peu quelle est la probabilité d'occuper un pays sans rencontrer de résistance. Montrez-moi un seul endroit au monde où ça a déjà été le cas. Jamais. Même pas à la création de notre propre pays. Hey, on veut rester sur votre terre souveraine, continuer à occuper votre territoire, et on s'attend à ce que vous ne résistiez pas. Ne résistez pas à notre occupation, et tout ira bien. Faites ce qu'on vous dit, sans résistance, et tout ira bien. Qui pourrait croire qu'une nation puisse exister dans de telles conditions? Hezbollah est aujourd'hui le seul moyen de résistance au Liban. Le combat se déroule dans le sud, et c'est là que le Hezbollah défend. Est-ce que l'armée libanaise fait sa part dans le sud? Non. Est-ce que le gouvernement libanais fait sa part dans le sud? Non. Le gouvernement libanais peut donc remercier le Hezbollah d'avoir empêché tout ce qui se trouve au sud du fleuve Litani de devenir le nord d'Israël. Alors, est-ce qu'une réalité peut exister où une nation occupe une autre contre sa volonté et s'attend à ne rencontrer aucune résistance? Moi, je n'ai jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, je ne pense pas que ça va arriver maintenant. Et d'ailleurs, ça ne devrait pas. Franchement, qui accepterait de vivre comme ça? Demandez à un Américain moyen. Si le Mexique envahissait le sud du Texas, prenait des terres jusqu'à la rivière Medina et disait « c'est à nous maintenant », vous croyez que les Texans diraient juste « bon, on va apprendre l'espagnol ». Bien sûr que non, ils résisteraient. Pensez à ça en parlant de l'occupation du sud du Liban et de toute cette idée selon laquelle, eh bien, c'est à cause du Hezbollah. D'accord, mais le Hezbollah n'existait même pas avant les massacres commis au Liban par les Israéliens dans les années 80. Donc on ne peut pas dire ça. Je pense que c'est clair et ça devient de plus en plus évident pour le monde à mesure que les gens se posent ces questions. Hey, Israël, peut-être que Donald Trump devrait simplement demander, s'il ne sait pas, pourquoi êtes-vous dans le sud du Liban?
Les Nations Unies ont décidé, à travers des résolutions de l'Assemblée générale, de réaffirmer, si on peut dire, ou de voter chaque année. C'est symbolique. Chaque année, à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a des résolutions demandant à Israël de quitter les territoires occupés. Alors pourquoi Israël reste? Parce qu'il n'y a pas de conséquences. Ou alors, pas de conséquences assez graves. Parce qu'Israël, eux, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Et c'est nous qui leur donnons. C'est nous qui faisons le gâteau, qui le coupons, qui le mettons dans l'assiette, qui le leur servons. Et ensuite, on leur dit « Joyeux anniversaire, Bibi ». Il est temps que ça s'arrête. Et si ça ne s'arrête pas, le conflit avec l'Iran va continuer. Et il continuera d'avoir un impact direct et indirect sur les États-Unis. Le moment est venu de faire un choix. C'est ça ma plus grande crainte dans tout ça, que l'administration actuelle des États-Unis n'ait pas le courage de prendre cette décision, ou qu'elle ne le puisse pas, parce qu'elle est compromise à un point où elle en est incapable. Si Donald Trump tape du poing sur la table et dit que quel que soit le compromis au sein de notre gouvernement, qu'il soit financier, moral, éthique ou qu'il s'agisse de ce qu'il y a dans certains dossiers ou vidéos, c'est tellement grave que je crois que c'était Marjorie Taylor Greene qui l'a dit, non? Non, c'était Pam Bondi. Oui, c'est Pam Bondi qui l'a dit. Si tout ça est rendu public et qu'on s'en prend aux personnes citées dans les dossiers Epstein, tout le système s'effondrera. Quoi? Pour moi, c'est évident maintenant. Le brouillard et la confusion de la guerre se sont dissipés. On voit enfin l'élément clé pour ce qu'il est. Et nous sommes à un moment de choix. Le champ de bataille, la ligne de front de ce choix, c'est le sud du Liban. Et l'Iran a été très clair. Ils ne viendront pas à vos négociations en Suisse. We're not going to your negotiations in Switzerland. Oh, it's continuing? We're closing the Strait of Hormuz again. Ah, ça continue? On ferme à nouveau le détroit d'Ormuz. Et après quoi? Je pense qu'on va assister à des frappes cinétiques. Ça peut vraiment partir très loin, bien au-delà de ce qu'on imagine, et être bien pire que la dernière fois. Mais les États-Unis peuvent encore l'empêcher. Alors, franchement, à ce stade, je ne sais pas qui conseille le président. On n'a pas entendu un mot de Hegseth, pas un mot de Rubio. On a entendu J.D. Vance. Et si ce que J.D. Vance dit reflète ce que pense le président, eh bien, qu'il le montre, qu'on voit des conséquences. Voilà où on en est aujourd'hui. Et pour être tout à fait honnête, je ne suis pas surpris. Pas choqué. Déçu, oui. Profondément déçu. Mais pas du tout surpris. À chaque fois qu'il y a quelque chose contre Israël, une résolution pour faire pression sur Israël, les États-Unis sortent leur veto et bloquent toute l'affaire, toute la résolution. Et pourtant, on voit bien que plus de 99% des pays votent contre Israël. Mais les États-Unis arrivent et mettent leur veto sur tout. C'est ça le problème. Je pense que ça pourrait changer avec le temps. Le langage utilisé par Ben Gvir quand il parle du Liban, qui devrait être brûlé. C'est incroyable de voir à quel point ces gens deviennent radicaux. Et ça empire, surtout quand ils disent, avec tout le respect dû aux États-Unis, qu'ils se moquent complètement de ce qu'ils disent. On va aller faire la même chose. C'est la fin, je pense, pour ceux qui croyaient encore qu'Israël changerait de comportement. Imaginez un peu, le seul pays sur cette planète qui n'a jamais défini ses frontières. Ça veut dire que les frontières sont ouvertes. Ils iront à Damas, ils iront à Beyrouth, ils iront en Égypte. C'est exactement ça, ne pas avoir de frontières. Et pourquoi est-ce que tant de pays ont du mal à comprendre la vraie raison pour laquelle ils ne les définissent pas? Parce qu'ils veulent les étendre. Exactement. Si je ne définis pas mes frontières de façon diplomatique, politique et aux yeux du monde, disons à travers une entente politique comme les Nations Unies, je suppose,
Eh bien, dans ce cas, je n'ai jamais à rendre de compte sur la manière dont j'étends ces frontières. Vous voyez, c'est un peu comme deux frères ou sœurs dans leur chambre. Ils mettent un morceau de scotch au milieu de la pièce. Voilà. Ça, c'est mon côté. Et ça, c'est le tien. Avant ça, c'est toujours la même histoire. Et enlève tes affaires de mon côté. Ou tes affaires sont encore de mon côté. Vous voyez? Si on ne définit jamais clairement cette limite, eh bien ça continue sans fin. Et alors, qui gagne? Le grand frère ou la grande sœur? Celui ou celle qui peut frapper le plus petit? Non? Jusqu'à ce qu'un adulte responsable, un parent, intervienne, ou que les deux finissent par en avoir assez de se battre et se disent « Bon, on va tracer une ligne avec du ruban. Voilà ton côté, voilà le mien. On ne la franchit pas. » Mais une fois que cette ligne est définie, il y a des conséquences, n'est-ce pas? C'est justement pour ça qu'Israël ne la définit pas ou la garde très floue à cause de ces conséquences. Et n'importe qui peut aller vérifier ça dès maintenant. Il existe de nombreuses sources qui montrent où les forces israéliennes occupent actuellement des zones le long du Liban. Et ce n'est pas seulement dans le sud. Non, ce n'est pas seulement dans le sud. Ça s'étend depuis la Méditerranée, à travers tout le sud, jusqu'à Hébron, et même plus au nord, vers la Syrie, jusqu'aux hauteurs du Golan et aux fermes de Sheba. Il y a aussi des zones en Syrie, où tout cela relève de l'occupation. Ce n'est pas une zone tampon. C'est là que se trouvent les forces israéliennes. Elles sont bien présentes. Alors quand on regarde ça, on se demande, quel est le problème ici? Essayons d'identifier, c'est ça le plus important, pour avancer vers une solution. Quel est le problème? Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord sur un mémorandum d'entente en 14 points, accepté par les deux parties. Est-ce qu'on peut tous être d'accord là-dessus? C'est un fait? Oui, c'est un fait. Les deux parties ont convenu que ces points avanceraient vers une mise en œuvre concrète après 60 jours de discussion. C'est un fait. Alors, pourquoi, à ce moment précis de l'histoire, ces discussions se sont-elles arrêtées? Parce que l'Iran a tiré sur la marine américaine? Parce que la marine américaine a fait exploser quelque chose? Parce que l'Iran a refusé tous les termes? Non, rien de tout ça. La raison pour laquelle les discussions sont, pour ainsi dire, suspendues, voire en train de revenir en arrière, de s'effondrer, c'est qu'une condition très claire, la condition numéro 1 du protocole d'accord, n'a pas été remplie. Et c'est Israël qui ne l'a pas respectée. Les États-Unis, eux, ne sont pas au Liban. Qui est-ce? Alors, si on regarde ça, on voit que pour que les États-Unis traversent le pont de la négociation, il y a nous, il y a eux, et il y a le problème. Et le pont qui mène à ce problème, c'est le troll sous le pont. Et ce troll, c'est Israël. Donc quand j'analyse la situation, je me mets toujours à la place de l'autre. Je ne regarde pas forcément la position d'Israël à travers ce que moi je pense. Parfois, je me dis, et si j'étais Israël, quelle serait ma position? Eh bien, si vous êtes Israël, obéir complètement ou céder à ce que disent les États-Unis, c'est de la faiblesse. De la faiblesse. Si vous êtes un dirigeant politique d'un pays, disons dans ce cas Benjamin Netanyahou, et que votre survie politique, et franchement, votre survie tout court, dépend de votre base, et que cette base dit non à tout ça, eh bien, qu'est-ce que vous allez choisir? C'est pour ça que, selon moi, il n'y a pas de scénario réaliste dans lequel Israël se retire volontairement du sud du Liban. Je ne vois pas non plus comment l'Iran accepterait que cela se produise sans réagir. Et la conséquence, ce serait que cet accord n'irait nulle part. Et je ne vois absolument pas en quoi il serait dans l'intérêt des États-Unis de poursuivre un conflit, qu'il soit ouvert ou latent avec l'Iran, surtout avec ce qu'on sait maintenant. La grande question avant, c'était que se passerait-il si on entrait un jour en guerre avec l'Iran? Eh bien maintenant, on le sait.
et ils nous ont mis une sacrée raclée. Well, we now know. And they kicked our butt. So the choice is now clear. Donc, le choix est maintenant clair. Mais je pense qu'il faudra du temps avant que les États-Unis arrivent à cette conclusion par eux-mêmes et prennent cette décision. Et franchement, je ne vois pas... Enfin, est-ce que les États-Unis étaient prêts à envoyer 5000 soldats à Gaza pour maintenir cette force internationale de maintien de la paix ou de stabilisation, la Force internationale de stabilisation, l'ISF? Alors, pourquoi ne pas s'impliquer de la même façon au Liban, ou au moins soutenir le gouvernement libanais, pour qu'Israël reste à l'écart pendant la durée de cette négociation? Au minimum, si les États-Unis agissaient de manière totalement égoïste, uniquement dans leur propre intérêt, ils diraient « Très bien, on met une force de sécurité ici pour un certain temps, le temps de négocier. Une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut, on se retire. À vous de gérer. » Mais même ça, on n'est pas prêt à le faire. Franchement, je ne vois vraiment pas comment c'est possible. We're not even willing to do that. I really do not see how this MOU ever proceeds further in. Si le protocole d'accord avance vraiment vers une négociation concrète, avec de vrais résultats, pendant que les forces israéliennes continuent de se battre au Liban, qu'Israël poursuit ses opérations. Enfin, si quelqu'un a vu l'ampleur des bombardements, des combats, des attaques dans le sud du Liban, c'est tout simplement horrible. 47 morts hier. Combien de morts aujourd'hui? Le président lui-même l'a dit. Ils visent soi-disant une seule personne et ils détruisent tout un immeuble. Le président le voit maintenant. Et franchement, pour quiconque regarde ça et pense que c'est juste un échange de tirs, une roquette d'un côté, un peu d'artillerie de l'autre, non, c'est d'une brutalité extrême. C'est comme en novembre 2023 à Rafah, à Gaza. November 2023, Rafah, Gaza. It's bad. So, c'est mauvais. anybody thinks that Iran would just walk away Alors, from that, si quelqu'un pense que l'Iran va simplement laisser tomber ça, alors que c'est le tout premier point du protocole d'accord, disons, pour l'exemple, qu'on parcourt le document dans l'ordre, point par point, d'accord? Eh bien, c'est le premier. C'est vraiment le tout premier. like I said, Comme je l'ai dit, Pete Hegseth le comprendrait tout de suite. Pete n'a même pas besoin de lire tout le texte pour savoir ce qui est le plus important. Donc oui, je pense que c'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Et je pense que, sur l'échelle de l'escalade, il faut se demander à quoi s'attendre dans les prochaines 24-48 heures, pour ainsi dire. Si Israël continue, la réponse d'escalade de l'Iran continuera aussi. escalatory response from Iran will also continue. Those escalatory responses have been measured. Hey, Ces réponses d'escalade ont été mesurées. we're not Et negotiating with you. l'Amérique, on ne négocie pas avec Hey, vous. America, Et l'Amérique, le détroit d'Ormuz. it's really C'est important. vraiment important. Quelle est la prochaine étape dans l'escalade? Next escalation, Ça pourrait aller jusqu'à des menaces, pas forcément des actions tout de suite, mais des menaces concernant l'activité dans Sarala et des Houthis en mer Rouge. but threatening Juste des signaux, des indices dans ce sens. Ou alors des frappes potentielles, cinétiques, sur des éléments israéliens stratégiques. potential kinetic Enfin, strikes pas on forcément stratégiques, disons plutôt opérationnellement importants, dans le Nord. Ce ne sera pas juste pour frapper, ce sera très ciblé, sur un élément opérationnel qui contrôle des forces tactiques dans le sud du Liban, pour faire passer ce message. tactical forces in southern Lebanon to send that message. But each step of that is escalation. Mais chaque étape de tout ça, c'est une escalade. Et il n'y a vraiment pas d'échappatoire tant qu'Israël occupe le Liban. Je ne vois pas ça changer. Je ne vois pas les conditions évoluer au point qu'on puisse se dire « Ah, tout finira bien, Israël fait toujours ça ». Non, plus maintenant. On a tourné une page. On est entré dans une nouvelle phase où les relations se sont normalisées autour de ce qu'Israël peut se permettre de faire. Et je pense que les États-Unis auraient tout intérêt à normaliser leurs relations avec l'Iran, plutôt que de continuer à protéger un État-nation qui n'a aucune envie de coopérer avec le reste du monde. Tony, have you ever put yourself in the shoes of Israelis? Tony, est-ce que tu t'es déjà mis à la place des Israéliens? Moi, je le fais à chaque fois.
parce que je regarde Israël aujourd'hui, et tu sais, sur tous les fronts. Allons à Gaza. Le résultat de Gaza, pour Israël, est dévastateur, à mon avis. Le monde entier est contre Israël à cause de ce qui s'est passé. Le génocide à Gaza, en Cisjordanie. Regarde la situation au Liban. Ils occupent en gros la partie sud du pays, une partie du sud du Liban, mais ils se font frapper par, tu sais, les drones du Hezbollah, les roquettes, les embuscades. Ils se font frapper par juste avant. Il y a eu, je crois, soit hier, soit avant-hier, un incident majeur impliquant les forces de défense israéliennes. Beaucoup de personnes ont été tuées. Many were dead, killed. Oui, Yeah, so if you're an Israeli Oui, voilà. and you're looking at that in Donc, terms of si vous êtes israélien et que vous regardez ça en pensant à vos fils et vos filles qui partent se faire tuer, pourquoi, au juste? unless it's in your Pourquoi? inherent strategic and À moins que national ce soit dans votre intérêt stratégique et national d'occuper cette terre. Je pense que ce qu'on voit ici, c'est que les actions sur le terrain nous montrent clairement la politique d'Israël, peu importe ce qu'ils disent. Franchement, soyons honnêtes. Ils le disent eux-mêmes. Oui, ils le disent. D'ailleurs, n'était-ce pas même notre propre ambassadeur, l'ambassadeur américain en Israël, qui a dit « ils peuvent tout avoir ». Je crois que c'est une citation exacte. Ils peuvent tout avoir. That's an actual quote. They can have it all. So there's obviously some type of indication. Il est clair qu'il y a une sorte de signe montrant qu'ils veulent tout. And we're seeing it Et on le voit bien, because parce que si Israël était vraiment sincère dans ses négociations, en tant qu'allié ou dans une volonté de paix, eh bien, ce serait le moment de dire « D'accord, écoutez, l'Amérique, vous êtes notre allié, nous sommes les vôtres. Vous voulez conclure cet accord? Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de ne pas continuer sur cette voie vers une guerre ouverte. La guerre ouverte n'a certainement pas été bonne pour Israël. Quiconque dit qu'Israël n'a pas été durement touché ment, tout simplement. Alors, si vous êtes Israël et que vous regardez la situation, vous dites « Regardez, Amérique, regardez, États-Unis, nous considérons le Hezbollah comme une menace existentielle. we see Hezbollah as an existential threat. If we leave to meet these conditions, to where Si on we part du are no principe longer qu'il in faut Lebanon, remplir ces conditions, we are not qu'on n'est going plus to au be in Liban conflict with et qu'on n'est Hezbollah, plus en conflit avec le Hezbollah, pour éviter justement un conflit avec le Hezbollah, on peut tourner en rond avec le débat de la poule et de l'œuf. On les frappe parce qu'ils nous frappent, on existe parce qu'ils existent, hein? Peu importe l'argument, laissons ça de côté. En ce moment, si Israël était sincère, il dirait « Très bien, Donald Trump, qu'est-ce que tu comptes faire à propos de ce problème ?» Ce serait une excellente base de discussion pour revenir à l'application du protocole d'accord, non? Mais on en est très loin. On n'a même pas cette discussion. Israël n'a aucun intérêt à assurer la sécurité dans le sud du Liban. Il s'agit d'occupation, tout simplement. Ils l'ont montré très clairement. Et c'est une situation que l'Iran n'acceptera pas. And that is a condition of which Iran will not accept. And the United States is in a deal with Iran. Les États-Unis ont un accord avec l'Iran, pas avec Israël. Israël ne fait pas partie de cet accord. Donc, encore une fois, on revient à la question fondamentale pour les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'ils choisissent leurs propres intérêts? L'Amérique d'abord, les intérêts américains? En menant cet accord jusqu'à son terme, ou est-ce qu'ils le rejettent pour se ranger du côté d'Israël, qui est incapable ou refuse de se retirer du sud du Liban? Franchement, je ne vois pas de véritable contre-argument sincère à la position actuelle d'Israël. Est-ce qu'on a entendu Ben Gvir, Smotrich, Netanyahou ou Israël Katz dire « Hey, l'Amérique, si vous voulez au moins neutraliser ce problème, peut-être pas le résoudre complètement, mais au moins le neutraliser avec le Liban, alors faites quelque chose. » Si vous dites qu'il faut se retirer, ne plus occuper, qu'on se déplace vers le sud de la frontière pour établir une ligne de défense là-bas, très bien, c'est notre territoire souverain. Personne ne peut nous dire de ne pas le faire. Mais concernant ce qu'on considère comme le problème avec le Hezbollah, qu'allez-vous faire pour nous protéger? Ou qu'allez-vous faire pour empêcher ça? Et là, vous placez les États-Unis dans une position de responsabilité.
Je pense qu'il peut y avoir des solutions, que les États-Unis peuvent gérer ça. Mais on ne voit rien de tout ça. Il n'y a aucune négociation sincère pour résoudre ce problème, du point de vue d'Israël. Pour Israël, il n'y a pas de solution, à part l'occupation. Et peut-on occuper un territoire sans s'attendre à de la résistance? Non. Parce qu'ils n'ont aucune solution en tête. Leur seule réponse, c'est l'escalade. Encore et toujours plus d'escalade. Ces gens-là n'ont aucune profondeur d'esprit. Si votre objectif géopolitique est un objectif absolu, il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait ça. Qu'est-ce qu'Hitler a dit avant la Blitzkrieg à travers la Belgique vers la France? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il faut qu'on prenne l'Alsace-Lorraine pour notre propre défense. Il faut la prendre. Ce sont des gens qui parlent allemand. Ce sont les nôtres. Et on ne peut pas juste se défendre. Il faut la prendre. Et quand ils l'ont fait, la France a réagi en disant « Vous savez quoi? Prenez-la. En attendant, prenez-la. » Et ensuite, la France a franchi le pas en créant 2 gouvernements séparés à l'intérieur du pays. And then France took the step of actually creating 2 separate governments within France. You had the Vichy France and you had the Free French. Il y avait la France de Vichy et la France Hopefully, they libre. don't go any further. Et leur attitude, c'était un peu « Espérons simplement qu'ils n'iront pas plus loin ». C'est exactement la même approche qu'Israël adopte aujourd'hui. Il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on le contrôle. Ce n'est pas suffisant de simplement se défendre ou d'avoir une zone tampon. Il faut le posséder, au nom de la sécurité. On crée un ennemi, on crée une crise, et ensuite on peut écrire le récit. C'est ce que fait Israël, non? Crise, chaos et conflit, les 3 C de l'existence israélienne. On le voit maintenant plus que jamais, parce que beaucoup d'autres sujets, les accords d'Abraham, la solution à 2 États, ou toutes ces autres initiatives, ont un peu été mis de côté. Je ne dis pas qu'elles ne comptent pas, bien sûr qu'elles comptent. Mais pour l'instant, elles ont été écartées pour qu'on regarde de plus près où se trouve vraiment le problème. Quel était le problème? Je pensais qu'on avait un accord. Je pensais que Donald Trump avait mis fin à sa 10e guerre et qu'on avait trouvé un terrain d'entente. Alors pourquoi l'Iran ne nous rejoint pas en Suisse? Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il de nouveau fermé? Quel est le problème? Ah, c'est ça, c'est ce point précis. Je crois que le problème a été exposé de façon très claire pour tous ceux aux États-Unis qui suivent la situation et pour tous ceux dans le monde qui y prêtent attention. Et maintenant, la question, c'est que les États-Unis ne peuvent plus rester assis entre 2 chaises. Impossible. Et je dirais que par le passé, on n'était pas entre 2 chaises. On était complètement d'un côté. Et puis dans cette guerre, on s'est dit un peu, bon, on va juste rester là, tranquille. Ne pas affronter l'Iran. Ne pas confronter Israël. On voulait juste rester au milieu et espérer que tout s'arrange. Ça n'arrivera pas. Ça ne marchera pas. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Merci d'avoir lancé cette discussion importante. C'est essentiel que les gens prêtent attention à ces petits détails. On n'entend pas parler de missiles balistiques traversant le Golfe, ni de navires de guerre américains engagés dans des combats. Mais ça peut arriver, juste comme ça. Et quand ça arrive, au lieu de se demander comment en est-on arrivé là, il faut regarder ce qui se passe maintenant. Je pense que c'est absolument crucial, surtout en ce moment. Dans les dernières 24 heures seulement, on ne parle pas de semaines, ni même de jours. En l'espace d'une seule journée, du lever au coucher du soleil, d'un petit déjeuner à l'autre, on est déjà passé de « on ne vous rencontrera pas en Suisse » à « le détroit d'Ormuz est de nouveau fermé ». Oui, c'est vraiment pas bon. Exactement. Merci. Merci Tony. À très bientôt. On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Bye.